Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes équilibristes. La culpabilité, c'est un des sujets qui revient le plus quand je discute avec vous, mes chers et chers équilibristes, et c'est aussi un des sujets qu'on vit le plus dans la solitude. Je pense que de toutes les personnes que j'ai interviewées dans le podcast et de toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger autour de ce projet, je pense pouvoir compter sur les doigts d'une main les femmes en particulier qui ne vivent pas une forme plus ou moins aiguë de la culpabilité. Alors avec Clotilde Dussoulier du podcast Change ma vie, on a eu envie de croiser nos regards sur cette question pour, si ce n'est l'éradiquer complètement, vous verrez que c'est ni réaliste ni quelque chose qu'on préconise, du moins arriver à lui donner le rôle qu'elle mérite. C'est-à-dire celui d'un indice, d'une information, qui signale souvent un décalage entre ce qu'on souhaiterait faire ou être, par conformité à une norme ou un désir qui vient de soi, et ce qu'on fait ou est effectivement. Avec Clotilde, on a parlé de là où naît la culpabilité, des émotions liées comme la responsabilité, la honte, le ressentiment aussi. On a aussi beaucoup abordé des solutions, des idées pour s'en détacher ou l'écouter pour ce qu'elle nous dit. On a parlé du ressenti physique, d'aller comprendre ce qu'elle nous indique, de faire la part des choses entre les injonctions et les envies. Et en filigrane de tout notre échange, une idée qui m'est chère au cœur des équilibristes, cette nécessité d'accéder à l'expérience réelle des autres pour réduire les exigences et se ficher un peu plus la paix. On a aussi pris les questions des auditrices et des auditeurs, mais surtout des auditrices, puisqu'il s'agissait d'un live. Pour être tenu au courant des prochaines dates de live, inscrivez-vous à ma lettre numéro d'équilibriste sur le site www.leséquilibristes.com, rubrique épisode tout en bas de la page. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Clotilde. Bonjour. Bonjour Sandra, tu vas bien? Ça va et toi? J'ai toujours un truc où en fait je lance le live et puis il y a un truc qui me fait des paillettes, des filtres bleus et tout. Et voilà, bonjour Sandra. Bon, salut Clotilde avec tes paillettes, t'en as pas trop là, ça va. Bon, Non, ça va, ouais. Ravie de te retrouver, trop contente de démarrer ce live sur ce sujet important. Hein, et qui est au cœur de nos vies d'équilibristes et de toi, tes auditrices et ta communauté aussi. Un peu en sandwich entre toutes les injonctions qu'on peut avoir via le monde du travail, le monde de la maternité et toutes les autres responsabilités qu'on a. On va parler de culpabilité aujourd'hui, bien sûr. Et on voulait croiser nos regards, Clotilde, on voulait apporter chacune des pierres à l'édifice et surtout des pierres pour déconstruire l'édifice en l'occurrence, pour essayer de s'en débarrasser. Et je te propose qu'on commence par parler de l'expérience de la culpabilité. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un sujet qu'on a tendance à vivre un peu dans son coin, en se disant, il n'y a que moi qui ressens ça. Voilà, c'est hyper intense pour moi, mais il n'y a que moi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton expérience avec la culpabilité? Oui, alors déjà la première chose, c'est que donc moi, pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, donc j'anime le podcast Change ma vie, je conduis l'entreprise de coaching Change ma vie, et à titre personnel, donc je dirige cette entreprise, et j'ai aussi 2 enfants qui ont maintenant 7 et 10 ans, et en fait, je crois que la culpabilité a été ma compagne quotidienne d'aussi loin que je me souvienne, parce que en fait, je pense que cette culpabilité, elle vient beaucoup des standards qu'on se donne à soi-même et des règles du jeu auxquelles on se sent tenu. Et donc en fait moi très tôt, comme la plupart des gens et la plupart des femmes en particulier, j'ai compris que pour être acceptée, pour être aimée, pour recevoir la validation extérieure, il y avait un certain nombre de règles, de choses qu'il fallait que je fasse, de standards auxquels il fallait que je me conforme. Et donc j'ai internalisé cette grille de jugement permanent de si je veux être une bonne personne dans l'absolu,
voilà toutes les choses qu'il faut que je fasse. Et en fait, il y en a tellement que c'est pas possible de tout faire en même temps, de tout faire parfaitement. Et donc, il y a une partie de mon cerveau qui y était et qui l'est toujours, et on va en reparler parce que c'est peut-être pas quelque chose dont on se débarrasse définitivement, occupée à en fait faire la comparaison entre ce que j'ai fait et ce qu'il faudrait que je fasse. Et comme il y a toujours un décalage, bah, c'est dans ce décalage-là que le discours intérieur, c'est bah, en fait, il y a un truc que t'as pas fait comme il fallait, que t'as pas fait suffisamment bien, que t'as pas fait suffisamment vite, que t'as pas fait du tout, et donc donc bah, c'est un problème, et donc tu es coupable d'avoir manqué à ta mission dans ta vie. Et donc moi c'est vraiment quelque chose, je le dis de façon très transparente, mais même avant d'avoir des enfants, je pense que je me sentais toujours vaguement coupable, avec en plus cette prise en charge de l'expérience émotionnelle de mon entourage, où en fait je me suis aperçue au bout d'un moment que en fait quoi qu'il se passe autour de moi, si j'ai l'impression que il y a un truc qui va pas, je commence tout de suite par me demander est-ce que ce serait pas par hasard de ma faute? Est-ce que et donc ça dans une certaine mesure c'est bien de nourrir l'attention qu'on peut se porter les uns aux autres et se demander voilà est-ce que je peux faire quelque chose, mais à outrance et de façon constante en fait c'est invivable. Oui, c'est ça. Et ce que tu dis là, c'est peut-être un point qu'on peut aborder assez rapidement, c'est cette question des émotions finalement liées à la culpabilité, parce que là, tu parles de responsabilité, de ce sentiment de attends, s'il y a quelqu'un autour de moi qui ne va pas ou qui est pas content, je suis responsable. Parce que si on revient vraiment à ce mot de culpabilité, c'est quelqu'un qui a commis une infraction, qui a commis une faute. Donc il y a une notion de responsabilité. Il y a d'autres émotions aussi autour de la culpabilité. Il y a la notion de honte. Ouais, je te vois faire oui, vas-y. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tout à fait ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la raison pour laquelle on peut se sentir assez seul avec sa culpabilité et ne pas en parler, c'est parce qu'en fait, on croit la culpabilité, le message de culpabilité, on le croit sans le questionner. Et donc, on se dit, si cette impression que j'ai d'avoir commis une faute, mais si en fait, je suis effectivement coupable de quelque chose, en fait, s'il y a que moi qui le sais, bah, peut-être que je vais avoir moins d'ennuis. Alors qu'en fait, si le monde entier sait à quel point je suis une mère pourrie, une mauvaise compagne, une mauvaise professionnelle, etc., bah, en fait, il y aura des conséquences. Donc, je vais rester seule avec mon impression de culpabilité et je vais essayer de cacher aux autres à quel point, en fait, je suis pas du tout à la hauteur. Parce que je vais penser, c'est pas tant que j'ai fait quelque chose qui ne va pas, c'est que moi-même, tout entière, ça va pas. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passe quand on accepte d'ouvrir, c'est assez fou. Et je pense qu'on en reparlera après quand on parlera de solutions. L'idée, c'est quand même qu'on parle de solutions. Moi, je voulais partager une anecdote justement sur la culpabilité, parce que quand j'ai interrogé un peu la communauté sur ce qui pouvait créer de la culpabilité, il y a des tas de raisons, hein, mais on est quand même, quand on parle de culpabilité, il y a beaucoup cet adjectif qui vient avec, c'est la maternelle, culpabilité maternelle. Et moi, je me souviens très bien quand je travaillais beaucoup dans une entreprise, j'avais un poste qui exigeait pas mal de déplacements, et je me souviens très très bien d'une conversation avec une collègue on était les deux seuls à avoir des enfants, et je me sentais toute nulle parce que je crois que la nounou avait dit un truc du genre ah là là, qu'est-ce qu'il apprécie les purées maison, je lui en ai donné une hier et qu'est-ce qu'il était content. Et donc évidemment, je me suis dit bah moi avec mes petits pots ça va pas quoi. Je le prive du plaisir de manger, je suis pas à la hauteur, je fais pas ce qu'il faut, etc. Et j'en avais parlé avec cette fameuse collègue copine Isabelle, qui était là, qui t'écoute, qui m'avait dit, mais tu sais, mon pédiatre m'avait dit qu'il valait bien mieux des petits pots que des trucs faits au baby cook avec les légumes qui sont dans le bac à légumes depuis 15 jours, tu vois, et qui sont moyennement frais. Il vaut bien mieux un petit pot. Et justement, cette libération, tu vois, par le fait d'accepter de dire bah j'ai honte, je me sens coupable de pas avoir fait ce qu'il fallait soi-disant pour mon enfant, et d'avoir ce regard extérieur qui normalise les choses, qui normalise finalement les attentes, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se met potentiellement une barre très haut ou à un niveau qui fait qu'on a du mal à atteindre cette exigence en permanence. Le fait d'en parler, de sortir de la honte permet finalement de rebaisser la pression et de rebaisser la barre, pour reprendre l'expression d'Agnès Labbé, la barre des exigences. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on paye à titre individuel le prix de la grande disponibilité de conseils, de recommandations et de bonnes pratiques
qu'on reçoit de toutes parts. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu vois, par exemple, si on s'intéresse à la parentalité, ou si on s'intéresse à la nutrition, ou si on s'intéresse aux soins du corps, à l'exercice, à la santé, à ce qu'on fait dans notre vie professionnelle, etc., à chaque fois, en fait, on écoute un expert ou une experte qui nous dit l'idéal ce serait ci, l'idéal ce serait ça, voilà les conséquences si vous faites ci, si vous faites ça. Donc on entend ça, mais en fait à chaque fois ce sont des conseils qui sont donnés en ignorant les 12 000 autres trucs, les 12 000 autres rôles qu'on joue dans le reste de notre vie. Donc est-ce que dans l'absolu, pour un bébé, des légumes fraîchement achetés au marché de producteurs et préparés avec amour par la maman ou par le papa, et ensuite, est-ce que dans l'absolu c'est mieux? Peut-être, mais la question n'est pas est-ce que c'est mieux dans l'absolu, c'est est-ce que c'est possible pour moi, et surtout quel est le coût de ça pour moi en tant qu'être humain et pour moi dans mon système de vie et mon équilibre. Ouais, c'est ça. Et ça m'amène à une question que j'aimerais bien ton expérience là-dessus. Ce que j'ai constaté moi, c'est qu'il y a très peu de femmes qui ne ressentent pas cette culpabilité-là. Et j'aimerais bien savoir, toi, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être plus sensibles ou plus sensibles à cette notion de culpabilité-là, qui étaient plus susceptibles de la ressentir, de la vivre fortement? Oui, alors moi je pense que tout est une question de conditionnement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai conditionnement social qui est réservé en priorité aux petites filles puis aux jeunes femmes. Et la question c'est quel est le rôle dont on vous a, alors je parle à toutes celles qui nous écoutent, quel est le rôle dont vous vous êtes senti investi? C'est-à-dire quand vous étiez petite fille, puis quand vous étiez jeune fille, puis quand vous étiez jeune femme, globalement les messages que vous avez reçus, c'est quelle est l'utilité de votre place sur la planète. Et donc celles d'entre nous qui avons reçu un message dans le sens de notre utilité, c'est de répondre aux besoins des autres, d'être attentive, d'être la douceur, d'être le coussin moelleux sur lequel les besoins et les états d'âme des autres peuvent venir s'épancher. En fait, si on a intégré que c'était ça notre valeur, à chaque fois que c'est pas ça qu'on est activement en train de faire, on va se dire en fait je manque à cette je ne remplis pas mon rôle. Et le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous qui sommes adultes aujourd'hui, on a reçu ce message-là qui était réservé à des générations de femmes avant nous, mais on a aussi reçu le message de et ton épanouissement professionnel, et tes études, et ta vie intellectuelle, et voilà, il va falloir que tu racontes des trucs intéressants dans les dîners, donc il va falloir que tu te tiennes au courant de l'actualité, que tu aies une vie culturelle, que tu aies un corps, bien sûr, absolument jeune, tonique, etc. Donc en fait, on a reçu aussi d'autres, c'est pas que s'occuper des autres, c'est aussi avoir un corps irréprochable, avoir une carrière linéaire et glorieuse. Et donc en fait, si on ne prend pas un moment pour mettre tout ça à plat et se dire en fait tout ça c'est incompatible pour une seule personne, c'est-à-dire qu'en fait je vais pas pouvoir faire tenir tout ça, et ben en fait l'idée ça va être d'accepter de ne pas remplir la totalité des rôles qui nous ont été confiés, parce qu'on est une seule personne avec seulement 24 heures par jour. Oui, c'est ça. Il y a seulement 24 heures par jour. Et oui, parce que les personnes qui ont édicté toutes ces exigences ne se sont malheureusement pas concertées pour voir si elles étaient compatibles. Donc, effectivement, ça rentre en lien. Et il y a, je voudrais qu'on continue un peu l'exploration des émotions. Et il y a une émotion dont on avait parlé ensemble, qu'on lie pas forcément à la culpabilité sur le coup, mais qui est un vrai poison. Et c'est le ressentiment. J'aimerais bien qu'on parle de ressentiment. Oui, alors je pense que le ressentiment, alors, il intervient, finalement, la raison pour laquelle c'est un vrai poison, c'est qu'il intervient dans nos relations les plus proches. C'est-à-dire que si on a des enfants, ça peut être envers les enfants. Si on élève les 10 enfants avec un compagnon ou une compagne, ça peut être au sein du couple. Et en fait, le mécanisme, c'est j'essaye de me tenir à des standards impossibles. Donc, par définition, c'est impossible. Donc, du coup, j'en ressens de la culpabilité, parce que je me dis, il y a des standards, il y a ce que je fais, le compte n'y est pas. Et du coup, en fait, on se dit, cet inconfort-là, soit je le dirige vers moi-même, c'est-à-dire je me dis, c'est moi qui suis pas à la hauteur, c'est moi qui fais pas ce qu'il faudrait, etc. Soit, donc ça, c'est la honte, soit je le transforme en accusation, parce que la honte, c'est très pénible, et donc parfois, on a envie de rejeter cet inconfort vers d'autres personnes, et à ce moment-là, on va se dire, la raison pour laquelle, au lieu de questionner les standards,
on ne questionne pas les standards et on se dit la raison pour laquelle je n'y arrive pas, c'est qu'on ne m'aide pas, c'est qu'on ne m'écoute pas, c'est qu'il n'y a que moi qui fais tout, c'est que l'école est mal organisée, c'est que mon patron ne comprend rien, etc. Donc en fait, il y a cette espèce de... on se sent victime des standards et on en veut aux autres de ne pas faire ce qu'il faudrait pour pouvoir être à la hauteur. Et en fait, ce qui va beaucoup plus vite, c'est d'examiner les standards. Alors après, on peut discuter dans le couple du partage des tâches, de la culture dans son entreprise, etc. C'est pas ça qui est remis en question. Mais en fait, l'idée, c'est de remarquer partout où en fait on a internalisé des standards impossibles et on en veut aux autres de ne pas nous faciliter la tâche dans l'atteinte des standards impossibles. Et en fait, on se dit, voilà, les mathématiciens, les équations impossibles, ils arrêtent d'essayer de les résoudre, quoi. Enfin, en fait, faut juste trouver la meilleure équation. Ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant parler, c'est à quel point cette émotion de la culpabilité, elle est pas empowering, elle donne pas, tu vois, d'assises. Elle coupe les moyens, elle coupe les relations, elle est finalement très très destructrice en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est le message le plus important à recevoir sur cette émotion de culpabilité pour celles et ceux qui la ressentent, c'est qu'en fait, l'erreur fondamentale qu'on fait, c'est qu'on croit que là où on ressent de la culpabilité, c'est un baromètre fidèle du fait qu'on a commis une faute. En fait, c'est comme s'il y avait un voyant sur notre tableau de bord. On se dit, si le voyant de la culpabilité s'allume, ça veut dire nécessairement qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas. Alors qu'en réalité, c'est pas un voyant sur un tableau de bord, la culpabilité. En fait, ce qui me vient comme image, c'est quand j'habitais aux États-Unis, il y avait un détecteur de fumée dans l'appartement qu'on louait, et c'était un détecteur de fumée hyper pénible parce qu'il était beaucoup trop sensible. Et donc, dès qu'on faisait griller une tartine un peu fort, le détecteur de fumée retentissait. Et donc, en fait, ça, c'est un peu notre détecteur, la culpabilité qu'on ressent, c'est un détecteur de fumée qui est trop sensible. Donc, qui se déclenche à des moments où, en réalité, on n'a rien fait de mal. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir désactiver le détecteur trop sensible. Mais on ne va pas le désactiver pour toujours parce qu'il y a des fois, enfin, la culpabilité peut nous être utile aussi parce que parfois, elle survient à des moments où, effectivement, on n'est juste pas tout à fait aligné et on a fait un truc, voilà, quand on y réfléchit, on se dit, bah, effectivement, j'ai pas parlé comme j'aurais voulu à une personne que j'aime ou j'ai pas fait le truc auquel je m'étais engagée. Donc, effectivement, parfois, le détecteur de fumée, je l'avais pas désactivé non plus. Parce que s'il y a le feu dans mon appartement au milieu de la nuit, il veut bien qu'il se déclenche. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est pas votre ressenti de culpabilité n'est pas un indicateur de votre culpabilité effective. Il faut la questionner. Absolument. Absolument. J'en profite pour dire, il y a la possibilité de poser des questions. Quels outils pour enlever les piles? On va justement passer aux outils pour enlever les piles. Et si vous voulez poser des questions, mettez-les dans la petite bulle en bas avec le point d'interrogation. Ça me permettra d'y revenir parce qu'on peut plus scroller après, sinon dans ce qui remonte. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va passer justement aux outils pour enlever les piles de la culpabilité. Alors, il y a un premier... je voulais te partager quelque chose que j'ai lu. Il y a une auteure américaine qui s'appelle Lauren Groff, que j'aime beaucoup, et que j'avais lu dans une interview et qui disait qu'elle avait tout simplement décidé de ne pas se sentir coupable. Elle avait décidé que ça ne prendrait pas sur elle, que de base, elle partait du principe qu'elle faisait de son mieux, que c'était ce qu'elle pouvait faire et elle avait décidé ça. Est-ce qu'on peut décider de ne pas ressentir la culpabilité? Alors, si elle a décidé de le faire et qu'elle y arrive, ça doit être que c'est possible. C'est pas exactement ce que je préconise. Moi, je préfère inviter à développer une relation différente avec notre culpabilité. Parce que, en fait, je vais vous prendre un exemple qui parlera sans doute à beaucoup de personnes qui ont des enfants, c'est que le démarrage du matin pour partir à l'école, ça a longtemps été ma bête noire. C'est-à-dire, moi, je déteste être en retard. J'aime que les choses, soient faites dans l'ordre, dans les temps, etc. Et donc, tant que je tenais beaucoup à ça et que je n'avais pas travaillé là-dessus, il m'arrivait le matin de partir en énervement et de me retrouver à accompagner mes enfants à l'école après les avoir copieusement, houspillés, pas contente, tout ça. Et en fait, je me souviens très bien d'un matin où j'ai déposé l'un des deux, je sais plus lequel c'était, qui était à la maternelle à l'époque. Et en fait, dans la rue, en retournant chez moi pour ma journée de télétravail, en fait, j'ai ressenti
ce ressenti très désagréable de culpabilité. Et en fait, je me suis dit, au lieu de me dire ah non, c'est très désagréable et donc je vais m'acheter un croissant ou je vais penser à autre chose ou vite ma première réunion pour ne plus penser à ça. En fait, mon discours intérieur, ça a été merci la culpabilité, merci la culpabilité de me pointer du doigt un endroit dans ma vie et dans mes relations les plus précieuses où en fait je n'agis pas comme je voudrais agir. Mais ce qui s'est passé après, c'est pas du jugement de moi, c'est de la curiosité, c'est-à-dire, ok, en fait, le matin, c'est pas comme ça que j'ai envie que ça se déroule, mais il ne suffit pas de déclarer que je voudrais faire autrement, c'est qu'à un moment, il y a un moment où je prends un mauvais aiguillage pour moi, et donc, qu'est-ce qui s'est passé en amont, de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux essayer de faire différemment demain, et donc, à mon sens, si je me disais, non, la culpabilité, c'est niette, je ne veux plus en entendre parler, je serais rentrée chez moi et puis le lendemain, j'aurais fait exactement la même chose et la même chose et la même chose. Oui. Alors même que, voilà, ces petites interactions, elles comptent et que du coup, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et de modifier la façon que j'avais d'aborder ces moments du matin pour aller dans le meilleur sens. Et il y a d'autres moments où je peux ressentir la culpabilité et je dis, merci la culpabilité de me rappeler qu'effectivement, il y a toutes ces choses que je veux faire et que je veux être dans ma vie. Et là, en fait, je vais t'inviter à t'asseoir sur une chaise et à observer le silence le plus complet parce qu'en fait, pour aujourd'hui, j'ai décidé, par exemple, de mettre mes enfants au centre de loisirs le mercredi après-midi parce que j'ai ce truc important à faire et c'est vrai qu'ils n'aiment pas et c'est vrai que j'ai besoin de ce temps pour faire X ou Y. Et donc, je ressens la culpabilité, mais on a déjà arbitré là-dessus. Et donc, en fait, laisser filer ce sentiment de culpabilité qui me dit simplement que je voudrais tout faire et être tout pour tout le monde tout le temps. Et juste, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ce que tu dis là, c'est super important, cette idée d'aller interroger ce qu'elle nous dit, la culpabilité. Le message qu'il y a derrière. Et pas s'en tenir à je me sens mal. Parce que la culpabilité, on n'en a pas parlé jusque-là, mais il y a un vrai ressenti physique qui est différent pour chacun. Mais ça peut être, je donne des exemples, parce que ça peut être mille choses, mais ça peut être le ventre qui se noue, ça peut être les épaules où on se sent comme écrabouillé ou ratatiné, etc. Mais il y a un vrai, ça vaut le coup d'ailleurs d'essayer de repérer qu'est-ce qu'on ressent quand on ressent la culpabilité et de se dire ah ok, là il y a un indice, il y a un indicateur et d'aller démêler les fils. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça me fait penser à cette idée que la culpabilité, parfois, c'est pas tant de la culpabilité, il y a autre chose, en fait. C'est un indicateur d'une envie qui est pas, à laquelle on répond pas. Ou alors, c'est une discordance entre la manière dont on a envie d'être et dont on se comporte effectivement. Mais il y a toujours une espèce c'est un indicateur de décalage, finalement, la culpabilité. C'est ça, de désalignement, en fait. Ouais. La culpabilité, c'est entre ce que je pense que je devrais faire et ce que je fais effectivement, en fait, il y a une espèce de décalage. Et dans ce creux-là, enfin dans ce fossé-là, naît la culpabilité. Et en fait, là, on a beaucoup parlé de situations de culpabilité envers les autres, c'est-à-dire l'impression de ne pas être la personne qu'on voudrait être auprès des gens qu'on aime, en particulier. Et je pense qu'on peut parler aussi de la culpabilité de ne pas faire qu'on pense qu'on devrait faire sur d'autres plans, c'est-à-dire par exemple des personnes qui ont un projet professionnel et qui se disent je voudrais avancer, je me suis dit que j'allais avancer, par exemple prendre mon samedi après-midi pour avancer sur telle ou telle chose et je l'ai pas fait et donc du coup après je m'en veux et donc je me sens coupable de ne pas avoir fait, de ne pas avoir tenu mes engagements envers moi-même. Ça peut être de la culpabilité par rapport à toutes sortes d'actions, ce qu'on a mangé, le sport qu'on n'a pas fait ou voilà, toutes sortes de choses et donc là aussi l'idée, c'est de se dire, il y a un moment où, en fait, on se désolidarise de soi, où, en fait, la version de moi qui n'a pas fait le truc le samedi après-midi, ou qui n'est pas allée au sport, ou qui a mangé le truc hyper sucré, alors que je sais qu'après, je me sens hyper mal. En fait, l'idée, c'est, au lieu d'avoir de la culpabilité, qui est donc une sorte d'accusation, de me dire, ça va pas, j'étais pas à la hauteur, j'ai pas fait ce qu'il fallait, qu'est-ce que c'est mon problème? Donc, remplacer ça par la curiosité. Ouais. Et donc, c'est ce que je commençais à dessiner avec l'idée de, qu'est-ce qui se passe le matin pour moi? C'est qu'est-ce qui se passe au moment où je veux me mettre sur mon projet professionnel? Qu'est-ce qui se passe au moment où il faudrait que j'aille au sport? Qu'est-ce qui se passe au moment où je mange ce truc dont je sais qu'après je serai écœurée et le lendemain, je vous le dis juste en passant, le sucre pour moi crée un inconfort émotionnel, une irritabilité le lendemain et l'impression que personne ne m'aime. Et donc en fait, je vous le dis juste parce que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à identifier. Il y a un vrai rapport entre notre terrain émotionnel et ce qu'on peut manger ou boire. C'était juste un aparté. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, remplacer la culpabilité par la curiosité.
c'est une bonne solution à mettre en place. Ouais, et ça me fait penser aussi à je rebondis un peu sur ce que tu as dit en amont, mais cette idée que aussi arriver à faire la part des choses entre la culpabilité qui est liée aux injonctions, qu'on a tellement internalisé que parfois on se rend même plus compte que c'est des injonctions, et la culpabilité liée à des décalages par rapport à des choses qu'on a envie de faire. Je te donne un exemple très concret. Il y a 2 ans peut-être, je croise une voisine un mercredi après-midi. J'allais me promener pour faire un call pro. J'étais donc pas avec mes enfants qui étaient au centre de loisirs, et cette voisine me dit me demande un peu où sont mes enfants, et elle me dit vous vous en voilà. Et elle me dit mais vous vous en occupez, et alors je trouvais cette question c'était costaud quoi. Non je m'en occupe pas, et donc je me suis dit alors pareil, tu vois, je me suis dit bon ok, au début le ventre mince, tu vois, ça y est, prise la main dans le sac, je suis une terrible mère qui préfère passer des coups de fil pro le mercredi que de s'occuper de ses enfants. Et après j'ai vraiment eu de la curiosité par rapport à ça, de me dire qu'est-ce que ça me renvoie en fait, cette question? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je m'occupe de mes enfants le mercredi? Ou est-ce que c'est parce que vraiment ça me manque de pas m'occuper de mes enfants le mercredi? Et d'arriver à faire cette part des choses-là, ça veut pas dire que c'est plus... ça apaise un peu, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais en revanche, d'arriver à être plus au clair sur, en fait, au fond de moi, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui résonne vraiment, quoi. Et comment après, si je me rends compte que c'est parce que j'ai l'impression de pas répondre à une attente sociale de m'occuper de mes enfants le mercredi, ça, je peux travailler par ailleurs. Mais si ça me dit que, en fait, je préférerais être avec mes enfants, ça, c'est une information intéressante aussi. Et il y a vraiment les 2 trucs, ouais. Et j'ai vu que dans les commentaires, il y a une personne, je crois, qui disait si une personne malveillante cherche à nous faire culpabiliser à tort, comment s'en protéger? Et donc en fait, là-dessus, c'est finalement ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que la première chose, c'est de remarquer si, alors ce que dit la personne, c'est neutre, c'est-à-dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et le fait est qu'ils disent ce qu'ils veulent. Par exemple, voilà, ils disent ce qu'ils veulent, ça on ne pourra pas les en empêcher. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, si au moment où j'entends ça, j'ai une pensée qui reprend ce jugement à mon compte et qui du coup crée de la culpabilité, ça veut dire finalement que j'ai comme j'expose une sorte de bouton à l'extérieur sur lequel il est très facile pour les autres d'appuyer dessus pour déclencher de la culpabilité. Et donc l'idée, c'est de se dire, en fait, si je ressens de la culpabilité, ça veut dire qu'il y a un arbitrage que je fais, mais pas assez clairement. Et donc, en fait, de commencer par se dire merci la culpabilité, de me donner l'occasion de questionner ce choix que je fais. Et en fait, ce qui est important pour répondre à Or qui nous posait cette question, c'est de se dire, à partir du moment où nous, on est complètement clair et complètement aligné, à ce moment-là, finalement, le jugement ou les remarques des autres, ça ne veut pas dire que ce sera sympathique et agréable. On préférera toujours que les gens ne nous offrent pas leurs opinions non sollicitées. Mais en fait, ce sera beaucoup plus facile de laisser couler si nous-mêmes on est clair. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pour bien comprendre ça, c'est de se dire où dans notre vie est-ce qu'on a pris des décisions, on a fait des arbitrages avec lesquels on est vraiment 100% aligné. C'est-à-dire il y a aucune prise au doute ou quoi que ce soit. Et d'imaginer quelqu'un qui nous dirait mais t'es sûr que quand même, par exemple moi mes enfants quand ils étaient petits sont allés à la crèche. Et pour moi, je n'ai pas hésité une seule seconde à l'idée de les confier à une crèche municipale. Pour moi, c'était... Et donc, en fait, si quelqu'un me dit, mais t'es sûr quand même, avant 3 ans, etc., pour moi, cet arbitrage, il était tellement clair, tellement que, en fait, j'aurais presque été surprise et j'aurais dit, j'aurais pu expliquer mon choix ou ne pas expliquer mon choix ou juste et passer mon chemin. Donc, la question, c'est, on peut s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire quel est le niveau de certitude et d'alignement qu'on a dans certains choix. Et comparer et se dire, partout où je ne suis pas complètement d'équerre avec mes choix, effectivement, ce sera une brèche dans laquelle les critiques ou les commentaires des gens pourront s'engouffrer. Ouais, exactement. C'est très juste cette image de brèche parce que il y a une idée de solidarité avec soi. Tu en parlais tout à l'heure, d'être... il y a une expression en anglais que j'adore, c'est to have your own back. Donc c'est vraiment cette idée de se défendre, d'être de son côté en fait. Et quand on est de son côté, il n'y a pas de brèche quoi. Il y a pas de prise, il n'y a pas de levier possible pour ce poison. J'en profite je vois il y a pas mal de questions, donc je vais les poser. Il y a Floriane qui nous dit comment aider en tant que parents nos enfants et notamment les petites filles à moins culpabiliser. Je pense que ce qu'on a évoqué tout à l'heure,
c'est finalement la même chose qu'on peut proposer aux enfants avec bien sûr un langage qui est adapté à leur âge. C'est déjà de leur faire passer le message. C'est pas parce que tu te sens coupable que tu es coupable. Ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier message. Et ensuite, finalement de mettre à plat, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu ressens de la culpabilité? C'est-à-dire, à ton avis, quand c'est la culpabilité qui parle, elle te dit que tu as fait quoi de mal ou de pas assez ou de pas approprié? C'est-à-dire, dialoguons avec cette culpabilité. Que défend la culpabilité à ce moment-là? Parce que finalement, la culpabilité, elle naît généralement d'aspirations qu'on a qui sont pas mauvaises dans l'absolu. C'est-à-dire que le fait qu'on ait envie d'être la meilleure personne possible auprès des personnes qu'on aime, de faire avancer tous nos projets, d'être vraiment quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, etc. Ça, on cherche pas à le faire disparaître, ça. La question, c'est le comment. C'est-à-dire, est-ce que je peux être une bonne mère, une bonne professionnelle, une bonne compagne, une bonne citoyenne? En fait, je peux l'être de 1000 façons différentes. Et donc, si cette culpabilité-là, elle vient parce que je me dis, je pense par exemple à un engagement environnemental, de dire, je veux faire ma part pour protéger ou en tout cas pas trop nuire à la qualité de à la santé de notre planète. Il y a 1000 façons de le faire. Et donc, à un moment où je me sens coupable, c'est de me dire, ok, en fait, si c'est ça que je veux être, si c'est ça que je veux faire, là, peut-être qu'effectivement, j'ai fait quelque chose que je ne veux plus faire, parce qu'en fait, c'est décalé par rapport à mes standards, et c'est pas grave, et je ferai mieux la prochaine fois. Ou alors, est-ce qu'en réalité, je donne l'exemple des couches jetables, par exemple, couches jetables versus couches lavables. On peut se dire, on peut se sentir coupable de prendre des couches jetables, et on peut aussi se dire, en fait, là, je suis en pleine dépression du postpartum, ou pas loin, et en fait, juste la possibilité de devoir faire sécher en plein hiver des couches lavables, je m'en sors plus, et donc, effectivement, là-dessus, je vais pas gagner des points. Mais par contre, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à m'apporter? Ou peut-être que c'est dans ce chapitre de ma vie que je ne suis pas à la hauteur de mes standards et je peux pas être tout le temps au top. Donc en fait, c'est vraiment avoir finalement une négociation, ne pas remettre en cause l'intention, mais se dire en fait, je vais dessiner mon comment de façon forcément imparfaite, parce que je suis un être humain, et faire du mieux que je peux et réévaluer en fonction des chapitres de ma vie, de mon énergie, de mes possibilités. Tu sais, ça me fait, ce que tu évoques là, c'est vraiment l'autocompassion. C'est vraiment arriver à avoir pour soi un niveau de douceur, de compassion, de gentillesse et de tolérance qu'on accorde beaucoup plus facilement aux autres. Il y avait une auditrice qui m'écrivait, qui m'avait laissé des messages pour me dire voilà pourquoi on n'arrive pas à s'accorder finalement la même tolérance, la même gentillesse qu'on accorde aux autres. Et juste avant de te laisser répondre, je veux partager une anecdote que j'avais trouvée super, comme avait partagé Aurélia Schneider, qui est psychiatre et qui a écrit un bouquin sur la charge mentale qui est formidable, que j'avais interviewé dans le podcast, et qui disait elle prescrit à ses patientes des dîners de filles. Elle dit parce que c'est dans les dîners de filles qu'on se rend compte que les copines, en fait, elles font pas tous les anniversaires, avec tout fait maison, tout bio, tout machin. Elles achètent du savane et c'est ça qui permet, de baisser vraiment le niveau de ah ouais mais toi tu t'autorises, c'est terrible de dire ça, il y a un biais là-dedans, mais en gros toi tu fais comme ça, et ok, puisque toi tu fais comme ça, c'est que c'est acceptable, c'est ok de faire comme ça et donc je m'autorise à faire comme ça. Et donc cette idée que comment est-ce qu'on peut s'accorder la même gentillesse, la même douceur, la même compassion qu'on accorde bien volontiers à nos amis proches et même moins proches. Ouais. Alors, en fait, je pense que ce que tu partages, ça va tout à fait dans la bonne direction. C'est en fait, pour moi, ce qui est très important, c'est d'arriver à s'exposer ou avoir accès à la réalité de l'expérience des autres. Parce qu'en fait, on peut regarder on peut constater que entre les conversations dans les dîners où tout le monde essaye de jouer son rôle, les réseaux sociaux, les médias, les séries, etc. En fait, on a une fausse image de ce qu'est l'expérience humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que le programme de coaching que propose Change ma vie est un programme avec une démarche en groupe. C'est parce que justement, en fait, on a vraiment besoin en tant qu'être humain d'avoir accès à des personnes qui sont ouvertes, mais sans victimisation et sans chouiner, qui s'ouvrent de leurs difficultés, de la réalité de leur expérience, mais
idéalement dans une démarche où en fait on est en chemin, où on met en place des outils, où on se pose les bonnes questions. Parce que finalement, ce que tous et toutes, d'une façon générale, on cherche à fuir, c'est les conversations où tout le monde y va de sa plainte, se désespère, etc. Parce que ça, en fait, ça plombe tout le monde. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est des conversations. Alors, des dîners de filles, par exemple, où en fait, chacune dit, bah voilà, moi, c'est là-dessus que je galère, et ça, c'est pénible. Mais le propre du dîner de filles, et en tout cas de l'ambiance qu'on met dans notre programme de coaching, c'est que à cette occasion-là, on peut trouver de la connexion, et on peut trouver aussi de l'humour et du rire et de la légèreté et dédramatiser. Parce que finalement, quand on ressent de la culpabilité, sur le coup, ça nous paraît être un truc, c'est hyper important, il faut arrêter tout, c'est tenante, il faut réparer les trucs immédiatement. Et donc en fait, on a vraiment besoin de se dire, ok, la vie de personne n'est en danger, si la vie de personne n'est en danger, et juste je suis en chemin et j'essaierai de faire un peu mieux le coup d'après, mais là tout de suite, c'est ça d'être un être humain aujourd'hui dans ma vie. Et donc c'est pas génial, c'est pas parfait tout le temps. Et qu'est-ce que je peux trouver quand même comme appréciation de moi, de ce que je fais, de ma vie, qui mettent un petit peu c'est ça qui rajoute de la couleur et de l'humour et de la légèreté à tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu vois, tu parles d'être à la hauteur de ce qu'on s'est mis. Alors là, je vois une question. Comment se libérer de la culpabilité de ne pas réussir à tenir nos bonnes résolutions pour aller mieux? Comment réussir à garder l'élan des efforts à faire? Donc, ouais, cette idée de bonne résolution qui deviennent souvent le prétexte pour s'auto-flageller encore un peu plus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais. Alors, je précise en passant qu'il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Bonne résolution et perfectionnisme et qui parle justement de la tendance qu'on a à se donner des bonnes résolutions, mais finalement, en fait, là, ce qui se joue, c'est qu'on conditionne le regard qu'on porte sur nous à notre adhésion pleine et entière aux bonnes résolutions et puis parfait dès la première minute. Et donc, en fait, c'est là que c'est intéressant de regarder, c'est de se dire, est-ce que je peux aborder les changements que je veux mettre en place dans ma vie ou dans mon quotidien ou avec mon corps ou que sais-je, les aborder en étant vraiment consciente que les changements ne se font pas en 1 minute et demie et que en fait il va falloir de la pratique, il va falloir rater plein de fois pour apprendre qu'est-ce qui fait qu'on rate, pour essayer mieux, essayer différemment, développer des compétences. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance. Et en fait l'idée, c'est de se dire, de la même façon qu'on ne s'attend pas à ce qu'un enfant, dès qu'on lui met un livre sous le nez, qu'il sache déjà lire, qu'un enfant se mette debout et que tout de suite il sache marcher, et ben en fait, que fait l'enfant qui apprend à lire? Il se trompe plein de fois, il oublie ses syllabes, il oublie ses voyelles et tout. L'enfant qui apprend à marcher, pareil, il tombe plein de fois. Et en fait, on le sait d'ailleurs dans le fonctionnement du cerveau et la construction des compétences et des connaissances, qu'en fait, c'est quand on corrige qu'on renforce les connaissances. Il faut, entre quelque chose qu'on a acquis du premier coup et quelque chose qu'on a acquis imparfaitement et qu'il a fallu qu'on réapprenne une seconde fois, c'est quand on s'est trompé et qu'on a corrigé que la connaissance est mieux ancrée. Et donc l'idée, c'est de reporter ça dans tous les changements qu'on veut apporter. Ce qui est important, c'est pas de faire parfaitement. Ce qui est important, c'est de se dire, là où je ne fais pas parfaitement, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à ajuster. Et en réalité, ça ancre les changements d'une façon bien plus puissante que si j'étais la bonne élève tout le temps qui réussit tout le temps, du premier coup. Ouais, c'est ça. Et ça rejoint une idée dont on parlait un petit peu au tout début, mais cette idée que c'est peut-être un peu illusoire de se dire, se débarrasser de la culpabilité. Il y a vraiment cette idée j'aime bien l'image d'arracher les mauvaises herbes, tu vois, ça repousse en fait, ça revient, donc ça revient et puis c'est de moins en moins pénible finalement à arriver à les arracher. Ces pensées pas forcément très utiles ou très aidantes, mais c'est de l'entraînement quoi. C'est important ce que tu dis. Oui, c'est ça. Et en fait, si on considère que la culpabilité c'est une sorte d'effet secondaire de notre envie d'être au monde de la façon la plus alignée possible, en fait, nécessairement, il y aura des fois de la culpabilité qui sera juste un signal de réalignement ou de réexaminer certains arbitrages. Et finalement, si on reprend le tableau de bord de la voiture, personne n'aspire à avoir une voiture qui jamais ne signale qu'il n'y a plus d'essence ou qu'il faut
remettre de l'huile. On sait qu'une voiture, même une voiture qui fonctionne bien, il y a des moments où elle nous signale un truc, il y a la pression des pneus, c'est-à-dire qu'il y a un espace d'entretien en permanence qui permet, voilà, faut changer les pneus, faut ajuster la direction, changer les courroies, etc. Oui, vous connaissez bien en voiture. Et donc en fait l'idée c'est de se dire, c'est pas un problème que la culpabilité survienne. Et je pense d'ailleurs que probablement les seules personnes qui ne ressentent jamais de culpabilité, c'est probablement les sociopathes ou les personnes qui n'en ont rien à faire de rien et qui se disent, voilà, moi je suis à prendre ou à laisser, ça vous plaît, ça vous plaît pas, voilà, qui s'occupent que d'eux, et à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de culpabilité, parce que voilà, on fait que ce qu'on veut tout le temps, voilà. Donc, si c'est ça notre idéal de vie, ça va, je ne jugerai personne. Mais si en fait on veut venir aux relations, venir aux situations, venir à nos projets en ayant des aspirations de croissance, d'alignement, de justesse, etc. Comme on n'y arrivera pas toujours, il y aura toujours cette culpabilité qu'on pourra questionner et qui nous aidera à naviguer. Je me dis, en t'écoutant, il faudrait presque qu'on arrête même de parler de culpabilité et qu'on parle de ce qu'il y a vraiment dessous, tu vois, qu'on rebrande un peu la culpabilité. J'ai remarqué un truc, c'est que j'entends jamais d'hommes, et je dis pas ça pour faire des généralités de genre, j'ai horreur de ça, mais j'entends jamais d'hommes parler de leur culpabilité. Je les entends parler, tu vois, de désaccord avec leurs envies, de désaccord avec leurs aspirations, peut-être de honte ou de sentiment de responsabilité, de se dire voilà, j'ai pas bien, tu vois, je me suis pas bien comportée, etc. Mais je les entends pas parler de culpabilité. Et je me demande dans quelle mesure rien que de mettre ce mot dessus, ça nous plombe pas, ça nous ancre pas dans quelque chose. Alors, c'est une piste, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à discuter. Je pense que un des sujets, c'est que effectivement, les hommes, globalement, ne reçoivent pas le même genre de conditionnement que nous. Et que peut-être qu'ils utilisent un vocabulaire différent parce que le vocabulaire émotionnel qui est confié aux hommes et qui est confié aux femmes est tout à fait différent. Ce serait hyper intéressant de faire une thèse là-dessus si ça n'existe pas déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle des émotions et de la place qu'on veut se trouver dans notre propre vie, je ne pense pas qu'il faille prendre les hommes comme des exemples. Pas du tout pour dire qu'ils font quoi que ce soit de mal, mais je pense que eux-mêmes subissent un conditionnement, notamment dans leur lien avec leurs émotions et dans les rôles qu'ils jouent, qui n'est pas nécessairement préférable à celui que reçoivent les femmes. Voilà, ça se discute. Donc après, je veux dire, la culture dominante, l'équilibre des forces dans la société, l'équilibre des pouvoirs penche clairement en la défaveur des femmes, mais sur la capacité à reconnaître ses émotions, à les exprimer, à dialoguer avec elles, à les réguler et à en faire quelque chose qui fait avancer, je pense pas que ce soit eux qui aient les réponses à nous apporter. À mon sens, l'équilibre, il est quelque part entre les deux, qui est de se dire, oui, il faut, on a besoin d'avoir comme si on parlait émotion couramment, tu vois, donc avoir un grand champ lexical émotionnel, entendre et se connecter à nos émotions assez finement. Tu vois, en fait, c'est presque finalement comme la maîtrise de la langue. On pourrait avoir une bonne maîtrise de la langue de nos émotions, donc en termes de vocabulaire, de ressenti, de finesse, de ça. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les prend au pied de la lettre? Est-ce qu'on y réagit? Est-ce qu'on les cache? Est-ce qu'on les tait? Est-ce qu'on les déverse sur les autres? Voilà, donc c'est finalement ça que... mais les hommes en ont besoin tout autant que les femmes, c'est juste qu'on part finalement d'extrêmes opposés, quoi. Ouais, complètement. Je l'entendais plus dans le sens sur le côté un peu fourre-tout qu'on peut, tu vois, cette culpabilité qui devient finalement un mot un peu fourre-tout dès qu'on se sent soit en décalage, soit pas à la hauteur, etc. et qu'on balance tout dans la culpabilité, tu vois. Et que c'est presque un truc qui vient en particulier avec la maternité quand même. Je trouve que ça en rajoute une bonne couche, mais d'arriver à ce que tu proposes finalement, mais d'arriver à une granularité beaucoup plus fine de qu'est-ce que ça dit, plutôt que ce terme fourre-tout. Et je pense en fait que ce fourre-tout, en réalité, ce qu'il dit, c'est que pour la plupart d'entre nous, en fait, on s'en remet beaucoup à l'extérieur pour nous dire si ce qu'on fait est bien ou pas bien. Et donc en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sent qu'il y a un décalage, on sent qu'il y a un inconfort ou un problème d'alignement.
Et en fait, ce que nous dit la culpabilité, c'est est-ce qu'il n'y a pas un prof, un parent, un adulte, un patron autour de nous qui va nous dire ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être à nouveau à notre place, validé, aimé et en sécurité. Et donc, en fait, c'est finalement ce que nous dit la culpabilité, c'est qu'il y a une règle extérieure à toi à laquelle tu ne te conformes pas. Et donc, trouve vite quelle est cette règle, parce que si tu arrives à t'y conformer, alors ça ira. Là où je pense que les hommes, le conditionnement général qu'ils reçoivent, c'est plutôt, c'est toi qui décides. En fait, c'est toi le capitaine de ton propre navire. Alors, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on leur demande plus à eux de décider pour eux, et donc finalement de régler la question avec eux-mêmes. Là où nous, on a l'impression qu'il y a une autorité extérieure qui va éventuellement nous rassurer ou en tout cas nous dire quoi faire pour être à nouveau OK. Ouais, complètement. Il y a une question dans la petite boîte à questions qui est intéressante parce que je pense que ça ouvre un autre débat qu'on n'a pas trop eu, mais autour de cette sensation de se sentir coupable, de pas se sentir heureuse. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de l'injonction aussi, finalement, presque l'effet pervers du travail sur soi, etc., mais qui voudrait que à tout moment, il faudrait qu'on soit heureuse, il faudrait que tout aille bien. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'image de la voiture aussi, où il y a des moments où on a des choses dont il faut s'intéresser, dont il faut s'occuper. Mais qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette idée de cette culpabilité de pas se sentir heureuse? Alors, moi, en t'entendant dire ça, je ne peux pas m'empêcher de le lier au fait que on nous dit globalement, voilà, sois contente de ce qui t'est donné, ne réclame pas, ne demande pas plus. Si on t'a donné un truc, c'est déjà, voilà, tu devrais déjà être contente d'avoir ce que t'as. Et donc, pour la plupart d'entre nous qui avons accès à Instagram un mardi en pleine journée sur un smartphone, globalement, on a un toit, on a l'électricité, on a l'eau courante, on a probablement de quoi manger ce midi et ce soir. Donc effectivement, on a tout nos besoins de base, on les a. Et donc, ensuite vient la question, comment ça se fait que c'est pas suffisant, comment ça se fait que parfois je suis contrariée, que je suis blessée, que j'en ai marre, que je suis épuisée, etc. Parce que justement, on estime que on a déjà globalement de la chance. C'est-à-dire, si on se compare à toute une partie de l'humanité, on est exceptionnellement privilégié. Mais en réalité, c'est oublier le fonctionnement du cerveau humain qui, en réalité, ne se soucie pas du tout de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins que moi. C'est toujours, en fait, on se pose toujours la question de vers où est-ce qu'on va. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est comme une plante. C'est-à-dire qu'une plante qui se tend vers le soleil et la lumière, on lui dit pas, mais enfin, ça va maintenant tu vois, t'es suffisamment grande, tu as suffisamment poussé, qu'est-ce que tu veux encore plus de lumière et d'eau là? C'est bon maintenant. Et en fait non, la plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est codée pour aller chercher plus de lumière, plus de croissance, plus d'eau, plus de nutriments. Et en fait, nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est pareil. Si on n'est pas en chemin vers quelque chose, on dépérit. Et donc, en chemin vers quelque chose, par quoi est-ce que ça se traduit? Ça se traduit parfois par de l'insatisfaction de ce qu'on a déjà, de la lassitude, parce qu'on a fait le tour de ce qu'on était en train de faire, de l'envie d'expériences nouvelles, de relations nouvelles, d'essayer un sport, un instrument, une activité nouvelle. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire, je peux vouloir ça, sans que ça veuille dire que je suis ingrate ou que je rejette ce que j'ai déjà. C'est simplement que mon job d'être humain, c'est d'être en croissance, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en devenir. Et donc, si on muselle cette partie-là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui se sentent coincés dans leur propre vie, parce qu'en fait, on leur a dit, c'est déjà bien ce que t'as, donc tais-toi, grosso modo. Et en fait, du coup, cette envie de mieux, ou de différent, ou de plus aligné, ou de plus nous, puisqu'on change, et ben en fait, on se dit, mais c'est quoi mon problème? Alors qu'en fait, c'est pas un problème, c'est que on est en train d'évoluer comme un être humain doit évoluer, et l'objectif, c'est de l'accueillir en se disant, c'est formidable. Parce que les gens qui ne sont pas dans cette démarche-là, ce sont généralement, c'est un des marqueurs de la dépression, c'est un symptôme de dépression, de ne plus avoir envie de rien, de ne plus pouvoir avancer vers quoi que ce soit. Et donc l'idée, c'est de se dire, si j'ai envie de plus pour être mieux, ou de différent en tout cas, c'est bien, c'est la marque que je suis vivante, dans une vie vivante, dans une vie qui se transforme, j'avance, je change, et formidable.
Ouais, il y a une coach que j'adore suivre, que tu connais aussi, je pense, Clotilde de Sarah, qui rappelle tout le temps que le développement ne s'arrête pas à nos 18 ans. On parle tout le temps du développement de l'enfant, on est très attentif au développement de l'enfant, mais comme si tout d'un coup, comme on arrête de grandir physiquement, on arrêtait d'évoluer. Alors on sait qu'on évolue bien sûr, mais c'est pas non plus à 25 ans ou à 35 ans que ça s'arrête. C'est en permanence, c'est continu. Je regarde. Ouais, la possibilité de la cage dorée. Tout à fait, c'est un peu ça, c'est un peu ce que tu disais, Clotilde. Tout à fait. Est-ce que je me sens prisonnière dans une vie dont les autres me disent que elle devrait suffire à mon bonheur. Et encore une fois, en fait, nous, l'objectif de nos accompagnements chez Change ma vie, c'est d'amener les gens à un point de leur vie où on peut se réveiller le matin en se disant j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est cette dualité, cette complémentarité, c'est-à-dire je valorise ce que j'ai, là où j'en suis, qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ça, j'aime et même j'adore. Donc se sentir vraiment bien là où on est et être parallèlement en train de nourrir la suite, c'est de se dire et je sais que ce qui m'attend c'est encore mieux pas parce que ça va être un appartement plus grand, plus d'argent, c'est pas nécessairement plus matériellement, mais c'est le meilleur dans le sens où je vais chaque année être plus moi, plus juste, me connaître mieux, répondre mieux à mes besoins, avoir des relations plus authentiques, déployer davantage mes talents, etc. Donc en fait, c'est vraiment cette idée de se dire, j'adore là où j'en suis, il y a plein de choses formidables là où j'en suis, et je sais que pour que je continue à adorer ma vie dans le temps, il faut que je sois maintenant en train de rêver la suite. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est se sentir épanoui dans ce qu'on fait là, et préparer ses accomplissements futurs pour justement avoir de la perspective, parce que l'être humain a besoin d'être en mouvement vers quelque chose. Être en mouvement vers quelque chose. Alors, je vois une dernière question qui est arrivée. Ouais, cette idée de formation tout au long de la vie. Effectivement, on parle de reconversion professionnelle, mais il y a de la reconversion personnelle finalement. C'est comment est-ce qu'on colle le plus possible à ce qu'on est devenu ou à ce qu'on a envie de devenir. Il y a une idée quand même sur laquelle je voudrais qu'on termine cet échange. Mais c'est cette idée de collectif, parce qu'on en a pas mal parlé en filigrane, mais j'ai quand même l'impression que la culpabilité, on la ressent de manière très intense. Tu l'as rappelé aussi, c'est souvent des choses, tu disais, on a l'impression qu'il faut le résoudre tout de suite, que c'est souvent assez aigu comme sensation. Et pourtant, pour autant, la résolution de la culpabilité ou l'apaisement de la culpabilité, à mon sens, vient surtout du collectif, de la mise en lien avec les autres, de l'échange, de l'honnêteté sur ce qu'on est en train de vivre, etc. Oui, je suis entièrement d'accord et je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure, ce qu'on a dit sur le fait d'avoir accès à la réalité de l'expérience d'autres personnes, ça en fait c'est vraiment la recommandation qu'on peut donner, c'est de chercher à s'abreuver finalement à la fontaine de témoignages plus vrais sur ce que c'est la vraie vie d'un vrai être humain. Et donc, ça peut passer par des lectures, ça peut passer par des comptes Instagram de personnes qui parlent de leur expérience d'une façon plus authentique. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de se plaindre tout le temps, mais c'est de montrer mieux le 50-50 de leur expérience. Et sur des points particuliers, donc moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché dans mon expérience de chef d'entreprise et dans le développement de mon entreprise, le management de mon équipe, où en fait, si on ne fait que lire des bouquins qui vous disent alors voilà comment il faut faire, et que si on ne fait que se mettre au contact de portraits d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs, qui, voilà, et puis c'est merveilleux, c'est le succès tout le temps, etc. En fait, on compare avec sa propre expérience qui est nécessairement contrastée, et puis il y a des hauts et des bas, et des jours faciles et des jours pas faciles. En fait, si on a accès à des personnes qui disent, mais évidemment, qu'au moment de recruter, évidemment qu'au moment de faire ci, au moment de faire ça, bien sûr que tu doutes, bien sûr que tu te demandes, bien sûr que... Et en fait, d'un coup, on se dit, ah, d'accord, donc en fait, c'est normal. Et il me semble que la parole s'est beaucoup déliée sur la parentalité. Même moi, à l'échelle de mon expérience, mon aîné a 10 ans et des brouettes, et je trouve que déjà en 10 ans, on a beaucoup avancé là-dessus, sur l'expérience du postpartum en particulier. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire,
on n'a jamais trop d'exposition à ce qui se passe vraiment dans la tête et dans le cœur et dans le corps de gens autres que nous quand ils s'ouvrent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va déballer notre linge sale sur la place publique, mais il y a des espaces privilégiés où la parole se libère et où elle est recueillie aussi avec le respect qui va avec, parce que la raison pour laquelle on fait pas tout ça à toute heure du jour et de la nuit, c'est que c'est très vulnérable. Parce qu'en fait, au moment où je partage un sujet sur lequel je galère, j'ai toujours le risque qu'en face de moi, j'ai des gens qui soit me regardent avec un air blanc, soit catastrophés, genre ah bon, mais tu fais pas tes petits pots toutes toi-même, etc. Donc il y a toujours le risque que ma parole ne soit pas reçue avec le respect et la compassion que j'espérerais. Et donc c'est pour ça qu'il faut choisir les environnements dans lesquels on choisit. Donc ça peut être des cercles de parole, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un programme de coaching. Et voilà, faut trouver l'environnement dans lequel on se sent en sécurité pour communiquer avec les autres sur ce plan-là. Oui, c'est ça peut être aussi simple que les amitiés, les amitiés réelles, et de se dire, ok, si je partage telle chose sur laquelle je galère et sur laquelle je ressens un peu de honte, mais dont je soupçonne que potentiellement mes amis vivent la même chose, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est vrai dans l'entreprise aussi. Moi, je travaille beaucoup avec les managers là-dessus, sur comment on peut libérer la parole, et dans cette justesse dont tu parlais là, mais cette idée de effectivement, l'idée, c'est pas de tout déballer, tout sans aucun filtre et sans aucune retenue, mais c'est d'amener les sujets avec justesse en partageant ce qui va servir finalement au collectif et où c'est vraiment bénéfique, où c'est vraiment vertueux pour tout le monde. Oui. Et un message que je veux aussi transmettre, je sais plus quel âge tu as, Sandra, mais moi j'ai 43 ans et je pense aussi que le rapport qu'on a avec la culpabilité change avec la maturité qu'on a. Non pas qu'il se passe des choses magiques avec l'âge, mais c'est simplement que si on a une approche de nos expériences de vie dans lesquelles on essaye d'en tirer des leçons, on essaye de comprendre ce qui se passe et tout ça, en fait, progressivement, on voit tous les domaines de notre vie dans lesquels on a ressenti une culpabilité intense et où on s'est rendu compte après coup qu'en réalité, la crainte qu'on avait des conséquences, etc., en fait, il n'y avait pas de conséquences et qu'au final, tout s'est très bien passé et que en fait, finalement, ces enseignements et cette expérience accumulée, en fait, on apprend dans des nouveaux domaines où peut-être on pourrait ressentir de la culpabilité. On se dit ah oui, c'est le même ressenti, c'est le même mécanisme que il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, quand il s'est passé ci ou ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, si parmi vous, il y a des personnes qui nous écoutent et que vous êtes dans votre vingtaine ou même votre trentaine, je peux parler que du presque milieu de la quarantaine, mais il y a quand même quelque chose où finalement on prend une place dans sa vie dans laquelle l'ancrage est moins facile à déstabiliser. Ouais. C'est en tout cas mon expérience personnelle. Complètement, et d'où l'idée, le côté incroyable d'échanger avec des gens qui ont quelques années de plus et qui ont vécu peut-être ça de manière très aiguë sur le moment. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure avec les petits pots, c'était une collègue qui avait simplement quelques années de plus, mais qui avait plus d'enfants en bas âge et qui regardait ça avec beaucoup de tendresse, tu vois. Et donc déjà avoir des gens autour de soi sur la tendresse de qui on peut compter, ça c'est génial. Et puis après, petit à petit, arriver à se l'accorder, la tendresse aussi. C'est ça. Et je pense qu'on peut dire aussi qu'on peut se proposer d'être le maillon de cette chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous apaiser ou nous rassurer là-dessus. On peut nous aussi, dans des conversations avec des personnes, alors pas nécessairement plus jeunes, mais qui ressentent de la culpabilité ou qui se posent des questions sur ces sujets-là, sur lesquels nous, on se sent de l'autre côté du gué. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on peut à elles leur apporter la même tendresse et la même compassion. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de faire attention de ne pas trivialiser ou minimiser. Je me souviens quand j'avais des enfants petits, j'avais une amie qui avait eu un bébé à peu près au même moment que moi. Et où un jour, elle parlait des difficultés, des nuits, des biberons, des rythmes de machin et tout. Et il y avait une personne à qui elle avait parlé de ça et qui avait un peu, pas levé les yeux au ciel, mais qui lui avait dit, oh, tu sais, petit enfant, petit problème. Et qui lui avait dit, grosso modo, non mais tu sais, le message qu'elle avait reçu, c'était, ces petits problèmes là, honnêtement, tu verras, ce sera pire quand tu seras adolescent. Genre, merci. Je suis bien contente de m'en être ouverte à toi. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, peut-être que nous, on est de l'autre côté et que donc, avec le recul, on voit à quel point
dans notre tête, c'est rien du tout et ça va passer et tu te prends la tête pour rien. Mais en fait, l'idée, c'est de vraiment se reconnecter à la réalité de l'expérience dans l'instant, au moment où on croit que c'est effectivement une affaire de vie ou de mort. Et ben en fait, il faut arriver à se connecter à cette détresse-là et être la personne qui est au bord de la piscine et qui tend la main en disant, voilà, je sais que de là où tu es, ça paraît très difficile, je le comprends, j'étais là toi aussi, je te le dis, ça ne durera pas toujours, tu t'en sors comme une chef, et voilà, ce message-là, mais qui est beaucoup plus effectivement dans la compréhension et la connexion que honnêtement, le jugement. Tes histoires de nounou que t'as pas trouvé là, tu sais bien que tu vas trouver quelqu'un, arrête de nous, voilà, c'est bon, voilà, parce que ça en fait, ça n'aide personne. Non, ça aide personne. Connectons-nous en fait, c'est quand même le message de fin. Exactement. Sur cette notion de culpabilité. Merci beaucoup Clotilde, merci à vous toutes et tous qui étaient là connectés avec vos questions, votre énergie. On était ravis de cet échange avec vous et voilà et puis à très bientôt alors Clotilde. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup à tous et à toutes, c'était un bonheur de partager ce moment avec vous et de vous apporter ces quelques clés pour vous affranchir de cette culpabilité. À bientôt. Merci Sandra, à bientôt. Merci.